Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 11 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. On a un programme assez chargé aujourd'hui, donc on perd pas de temps, et on commence par le débat Trump-Paris qui a eu lieu hier. Je vais pas faire un retour sur le débat, hein, c'est pas le but, je voulais juste dire que dans ce débat, il n'y avait pas eu de mention autour de la crypto ou autour du Bitcoin. Il y a certains médias, certains organismes, on va dire, de la crypto qui poussent un peu pour dire que le Bitcoin, les cryptos, ça a une place importante cette fois-ci dans les élections américaines, mais à chaque fois qu'il y a un débat, à chaque fois qu'il y a une conversation, je me rappelle quand il y avait eu Trump et Elon Musk qui avaient discuté ensemble, on parle jamais des cryptos. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même un biais quand on est dans ce marché, on a plus l'impression que c'est important que pour quelqu'un de random. On enchaîne avec Rabi Wallet qui lance une nouvelle fonctionnalité. Alors c'est un peu curieux parce qu'ils l'ont partagé le 9 septembre, mais je l'avais déjà utilisé à ce moment-là. Ils l'ont mis en place sur le wallet quelques jours avant de l'avoir partagé. Du coup ça vous permet de payer vos frais de transaction avec des stablecoins sur n'importe quelle blockchain que Rabi supporte. C'est vachement bien foutu. Le fait d'utiliser un compte dédié pour les frais de transaction, ça fait que en gros, vous payez vos transactions 2 fois plus cher, mais bon, sur des réseaux où les frais coûtent un dixième de centime ou un millième de centime, c'est pas très dérangeant, je pense, de payer 2 fois plus cher, et au moins, ça vous permet de payer de manière unifiée, on va dire, vous n'avez pas besoin d'avoir tel ou tel crypto sur tel réseau, et pour ça, c'est très pratique. Par contre, il y a un petit défaut, il faut mettre 20$ minimum sur le compte, ça me paraît beaucoup quand même, j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre que 5 ou 10$, mais bon, j'ai testé la fonctionnalité, ça marche super bien. Je vous laisse découvrir ça si vous avez Rabi. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, mais j'utiliserai pas nécessairement sur une blockchain où les frais coûtent quelques centimes. Parce que, comme je vous ai dit, ça coûte un peu plus cher d'utiliser cette fonctionnalité. Ensuite, on a un agrégateur sur Aptos qui s'est classé numéro 1 sur le volume de tous les agrégateurs sur 24 heures. Donc c'est pas rien, mine de rien, il se passe des choses sur Aptos, et cet agrégateur c'est Panora. Après, comme je le dis dans mon tweet, il y a des campagnes en ce moment sur le protocole, donc ça pousse les gens à faire du volume, mais bon, des campagnes on peut en retrouver sur d'autres protocoles, peut y avoir des gens qui farment des airdrops, donc certes ça booste un petit peu le volume sur Panora, mais c'est factuel, ils sont hissés à la première place, et c'est la première fois qu'un agrégateur sur Aptos arrive aussi haut, donc c'est plutôt cool pour l'écosystème d'Aptos. Ensuite, on a un petit rapport de Gemini autour des crypto-monnaies. Il y a pas mal de trucs intéressants à en dire, donc comme je sais que là, j'ai beaucoup de news pour ce DeFi Actu, je vais sûrement en faire une vidéo à part. C'est pas promis, mais je vais essayer de vous faire ça pour cet après-midi ou pour ce soir, parce qu'il y a des trucs intéressants à dire de ce rapport, et aussi du précédent rapport qu'ils ont fait en 2022, parce qu'il y a pas mal de comparaisons, ils avaient été plus loin dans le rapport de 2022. Franchement, il y a des choses intéressantes à en dire, donc j'essaierai de vous en faire une vidéo. Allez, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles. Il y en a pas tant que ça et c'est pas des grosses mauvaises nouvelles. La première, c'est Indodax, un exchange indonésien, si je dis pas de bêtises, qui s'est fait hacker à hauteur de 22 millions de dollars. Alors c'est essentiellement des tokens sur Ethereum, hein. Il y a 14 millions de dollars sur Ethereum qui ont été dérobés, il y a des tokens Polygon, il y a des Ethers sur Optimism, il y a des tokens sur Tron, il y a du Bitcoin, bref, hein, le hacker a tapé un petit peu partout, donc je suppose que c'était de l'argent qui était dans les hot wallets de l'exchange. Généralement les exchanges ils ont des hot wallets et des cold wallets. Les cold wallets c'est là qu'il y a le gros des liquidités qui bougent pas trop, et sur les hot wallets en général ils ont toujours un peu de liquidité si jamais il y a des gens qui ont besoin de faire des retraits rapides. En tout cas ça marche de cette façon chez la plupart des exchanges, donc je suppose que c'est pareil du côté d'Indodax. C'est malheureux, mais bon, je pense pas qu'il y ait grand monde dans mon audience qui soit exposé à cet exchange. Après, si c'est le cas, je suis désolé pour vous si vous avez perdu des fonds. Ensuite, on a un flash loan, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de grosses attaques comme ça, c'est sur la Binance Smart Chain, et ça a touché le token CUT, que je connais pas. Le hacker, a priori, a réussi à gagner 1,4 million de dollars via cette manipulation. J'ai pas été voir le cours du token, mais à mon avis, il a dû prendre très cher. En général, quand il y a une attaque comme ça, les tokens vont à zéro, ou alors prennent tellement cher que les gens finissent par perdre confiance et il ira à zéro plus tard. Ensuite, on a du phishing autour de BitLayer. La dernière fois, je vous avais parlé de phishing autour d'Odos. Les scammers n'hésitent pas à aller sur des protocoles, des blockchains, des sites de plus en plus spécifiques. Donc,
évitez au plus possible de chercher un protocole sur Google, ou en tout cas quand vous le faites, ne cliquez surtout pas sur les liens sponsorisés, même si l'URL a l'air vrai, ça redirige généralement vers un faux URL. Et la dernière mauvaise nouvelle du jour, c'est le compte Twitter de Vald qui a été hacké, donc comme quoi ça arrive un petit peu à tout le monde, je compte même pas le nombre de célébrités qui se sont fait hacker leur compte Twitter, mais bon là cette fois-ci c'était pas le hack du siècle, puisqu'a priori le hacker a généré plus de 11 000 $ en faisant la promotion d'un meme coin. Je me demande si ce genre de move c'est pas plus pour blanchir de l'argent des fois, parce qu'on l'avait vu sur, je crois que c'était le hack de Kylian Mbappé, il y a eu un volume qui était très curieux, plus d'1 million de dollars d'un coup sur un token, ça sentait le blanchiment d'argent. Bon là c'est une plus petite somme donc je saurais pas trop dire si c'est du blanchiment d'argent. En tout cas pour moi ça montre un truc, c'est que aux yeux du public mainstream, aux yeux du public qui est en dehors de la crypto, ça montre bien que c'est un domaine où il y a beaucoup d'arnaques, et à mon avis ça donne pas une très belle image des cryptos, puisque c'est généralement quand il y a ce genre de hack que les gens mainstream, que les gens en dehors de la bulle crypto vont en entendre parler, et bon voilà, en général du coup quand ils en entendent parler c'est pas en bien. On a quelques levées de fonds, hein, toujours après les mauvaises nouvelles. Honnêtement, il n'y a rien qui m'inspire ces derniers jours, mais je vais quand même en passer quelques-unes pour vous montrer qu'il y a quand même des levées de fonds. On a un protocole qui s'appelle Pin AI autour de l'intelligence artificielle qui a levé 10 millions de dollars. On a Blocksense, un oracle a priori qui a levé 4 millions de dollars. Et on a aussi Drip, une plateforme de NFT sur Solana qui a levé 8 millions de dollars. Bon, il y a Coinbase quand même à la table, donc pourquoi pas. Et quand j'ai été voir sur Crypto Fundraising les derniers rapports hebdomadaires, on est quand même en baisse, hein. On a quand même des levées de fonds qui sont un peu faibles. Alors on sort encore des vacances, mais j'ai quand même l'impression que cette fin d'année 2024, elle est pas très bien partie. En tout cas, soit les investisseurs sont moins naïfs et vont mettre moins d'argent dans le domaine, soit ils sont moins intéressés, mais on est clairement dans une phase un peu creuse, j'ai l'impression. Bon, c'est comme ça, on peut pas toujours être en bull run. On enchaîne avec quelques petites news autour des airdrops. Pas grand chose de très intéressant honnêtement. On a Logex qui a partagé ses tokenomics, donc il y a 12% des tokens pour la saison 1 de l'airdrop. Après il y a aussi 40% pour des rewards communautaires à venir. À voir comment ça va être distribué, hein. Si c'est distribué essentiellement aux baleines qui font beaucoup de volume sur le protocole, c'est pas très intéressant, mais moi ce que j'ai noté sur mon tweet, c'est qu'il y a 12% pour la commu où il y avait beaucoup de farmers, c'était clairement du PVP, à côté de ça il y a 15% des tokens pour la fondation, ils doivent pas être beaucoup et ils ont plus de tokens que les farmers, 16% pour les contributeurs, pareil, hein, ils doivent pas être beaucoup et ils ont plus de tokens que les farmers, et 17% de tokens pour les investisseurs. À la limite, eux, ça a une raison hein, qu'ils aient pas mal de tokens, puisque ils mettent des sous, ils se risquent sur le protocole, mais ils ont quand même plus que la communauté, et en plus de ça, les investisseurs, les insiders, ils peuvent avoir un petit peu des informations de comment la distribution pourrait se passer et pourraient même se positionner en amont sur l'airdrop. Bon, sur les perpétuels, je suis pas sûr à 100%, je pense que les moves d'insider c'est bien sur des protocoles de restaking ou sur des trucs comme ça. En général, ils savent quand il y a les snapshots et oh, comme par hasard, ils sont sortis quelques jours après. Pour les protocoles de perpétuels, c'est beaucoup plus compliqué, faut faire du volume, etc. Donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui fassent de l'inside sur ce genre d'airdrop. En tout cas, on en sait un peu plus, il y aura aussi 1 milliard de tokens, mais moi je me demande si ça va faire un petit peu comme Zeta ou comme Drift. C'est deux protocoles de perpétuel qui ont été lancés sur Solana, et on voit clairement qu'il y en a un qui aujourd'hui est encore au top, et il y en a un qui, bon, voilà quoi. J'ai l'impression que c'est le genre de protocole qui était juste là pour générer un petit peu de frais et qui va finir par disparaître. La charte est dégueulasse, les tokenomics sont pas terribles, hein, il y a que 16% des tokens en circulation. Il est actuellement valorisé à 8 millions de dollars. Au début, il devait être un peu plus valorisé que ça. On n'a pas les données sur les premiers jours, mais ça devait être un peu plus élevé parce que le token a vite dumpé. Bon, pas terrible du côté de Zeta, et vu comment Logex a été farmé, j'espère, hein, pour ceux qui ont bien farmé Logex, que ça va plutôt terminer comme ça.
mais j'ai la sensation que ça va plutôt terminer comme le graphique de Zex. Si jamais vous m'écoutez un peu en podcast, bon bah voilà, hein, ça s'est pris un méchant moins 90%, non j'abuse, moins 84% depuis la TH. On enchaîne avec Fraxtal. J'avais partagé ça il y a quelques jours, j'ai remarqué que j'avais des FXTL dans mon portefeuille, et en fait c'est les points bêtement de Fraxtal qui sont airdroppés toutes les semaines. C'est pas un token qu'on peut échanger, hein. C'est un peu comme les LXP sur Linea, c'est une sorte de token qu'on a dans notre portefeuille, mais il est pas transférable, il est pas échangeable. Et j'ai remarqué un truc intéressant sur la documentation, c'est juste ici, les points Fraxtal ne devraient pas être tokenisés 12 mois après le lancement de Fraxtal. Donc Fraxtal ça a été lancé quand? D'après DeFi Lama, le tout début qu'on a c'est le 8 mars 2024, ça veut dire qu'au plus tard, le token de Fraxtal devrait être lancé en février 2025 ou alors tout début mars 2025. Un autre truc intéressant, c'est qu'il n'y aura pas forcément un token Fraxtal, il l'explique juste après, soit les points FXTL, ils seront tokenisés et ça va devenir un token, soit ça va être converti contre le token qu'ils ont déjà, leur token de gouvernance, le FXS, avec un certain ratio, soit une combinaison des deux. À mon avis, ce serait une mauvaise idée la combinaison des deux, donc curieux de voir ce qu'ils vont décider, s'ils vont avoir deux tokens, un pour la blockchain et un pour leur écosystème au global, ou alors s'ils vont juste garder le token de leur écosystème au global. À mon avis, c'est pas une bonne idée d'avoir deux tokens, mais s'ils choisissent de convertir en FXS, ça risque de faire dumper un peu leur token, donc je trouve qu'ils se sont mis tout seuls dans une position un peu délicate. Après, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je suis un farmer, ils me donnent des FXTL ou des FXS, je m'en fiche, je vais les dumper. J'avoue que je préférerais avoir des FXS, parce que le token existe déjà, il y a déjà des liquidités dessus, donc ce sera plus simple à dumper. J'avais dit dans mon tweet que j'ai vu aucune news par rapport à ça, mais en fait j'avais juste pas été lire la documentation. Ils ont toujours été plus ou moins transparents, puisque la dernière update date de mars 2024, donc ça correspond bien à ce que j'ai du côté de DeFi Lama, avec la TVL qui commence à ce moment-là. On a le WBTC qui adopte le standard de Layer 0, et qui va pouvoir être bridgé beaucoup plus facilement, avec relativement peu de frais, puisque sur Stargate il y a très peu de frais. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que depuis que BitGo a été racheté, mine de rien, ça va plutôt dans le bon sens. Alors je me méfie quand même, parce que Justin Sun est pas très loin de BitGo, parce que si je me souviens bien, c'est pas lui directement qui a acheté BitGo, mais c'est des gens qui sont dans son cercle, donc voilà, indirectement, on peut dire que c'est Justin Sun qui a mis la main sur BitGo. Mais il me semble que la vente, elle n'est pas encore conclue à 100%, que la passation n'a pas été faite, que ça se fera d'ici un mois ou deux. Donc pour l'instant, c'est encore BitGo qui gère le WBTC, et on peut déjà le bridger entre Ethereum, la Binance Smart Chain, Avalanche, et d'autres blockchains qui vont arriver, hein. On le retrouve aussi sur Arbitrum, sur Optimism, sur Polygon, donc je suppose qu'on va pouvoir le bridger entre plein de blockchains. 2024, c'est l'année des points sur les airdrops, mais c'est aussi l'année où le Bitcoin se démocratise de plus en plus sur la DeFi, et je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, en parlant de Bitcoin qui se démocratise, il y a Threshold, donc ceux qui sont derrière le TBTC, qui permettent maintenant de minter, de bridger des TBTC entre Arbitrum et Bitcoin directement. On pouvait déjà le faire sur Ethereum, il me semble qu'ils avaient rajouté le support de Base il y a quelques mois, donc Arbitrum, ils sont aussi sur Optimism, donc je suppose qu'on va pas tarder à pouvoir faire la même chose sur Optimism, c'est une très bonne chose, et oui du coup ça fait une autre version de Bitcoin en plus du WBTC. Après, même si c'est plus chiant parce que ça fragmente les liquidités, ça peut être un peu dur à comprendre pour les plus débutants, je préfère avoir plusieurs versions de Bitcoin synthétique, ça laisse le choix aux utilisateurs. Un petit point sur Sei, dans le dernier épisode du journal DeFi sur la chaîne principale, j'ai parlé du Super Saiyan Week, donc de la campagne d'incentive qu'il y a entre Jumper et la blockchain Sei. Depuis ma vidéo, ils ont rajouté une nouvelle mission, une nouvelle campagne avec le protocole Yay Finance, et vous pouvez avoir des intérêts bonus si vous déposez de l'Ethereum. Honnêtement, c'est pas si mal, puisqu'il y a 13% d'intérêt bonus en token Sei, plus les 7% d'intérêt quand vous allez déposer de l'Ether sur Yay Finance. Donc au total, ça fait 20% d'intérêt sur de l'Ether. À mon avis, il n'y aura pas grand monde qui vont aller bridger de l'Ether pour les déposer là-bas. Donc pour 3 semaines, on a 20% d'intérêt sur l'Ether sur ce protocole.
honnêtement c'est pas si mal, je pense que ça peut se prendre, et le gros avantage c'est que c'est pas une version stakée de l'Ether, parce qu'on fait pas trop attention à ça, mais quand on passe d'une version stakée à une autre, ces tokens il faut savoir qu'ils sont légèrement volatiles, et souvent ils sont légèrement dépeg, ils valent un petit peu moins que ce qu'ils sont censés valoir, en tout cas quand on les échange directement sur la blockchain, et le souci c'est que si on a tendance à passer trop vite d'un token de liquid staking à un autre, on s'en rend pas compte, mais on génère quelques petites pertes, alors ça peut être assez négligeable dans certains cas, mais si on va sur des blockchains où il y a moins de liquidité, sur des tokens de liquid staking qui sont plus petits, on peut avoir des pertes qui peuvent être un petit peu impactantes, et un Ether, ça vaudra toujours un Ether. Pour bridger sur Sei, ça utilise Stargate, donc ils prennent pas beaucoup de frais. Honnêtement, c'est pas une très mauvaise stratégie. Je mettrai le lien du protocole en description si ça vous intéresse. Et j'ai répondu à Maj parce qu'il a fait un petit post autour de ça. J'avais dit justement qu'il y avait la nouvelle quête sur Yay qui s'était lancée et qu'a priori il y aura bientôt une quête sur Filament Finance. Et ils ont répondu d'ailleurs, oui, il y aura bientôt des rewards sur les Comb Pools. Donc Filament Finance, c'est un protocole de perpétuel, donc c'est un peu des pools de liquidité comme on a sur Hyperliquid. Et en général, ce genre de pool où on peut déposer des stablecoins, ça génère pas mal d'intérêt sur les premières semaines ou les premiers mois, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner ces pools sur Filament Finance, sur la blockchain Sei. J'irai peut-être mettre quelques stablecoins dessus. Et pour terminer cette vidéo, le petit mème du jour, ça va être une analyse assez pertinente de ma part, via Goku qui partageait que selon Bernstein, le Bitcoin pourrait atteindre 90 000 $ d'ici la fin de l'année si Trump redevient président. Si c'est Kamala Harris, Bitcoin pourrait tester la fourchette de 30 000 à 40 000 $, donc ça boucle un petit peu à ce que je vous disais en début de vidéo, que les élections politiques aux États-Unis risquent d'avoir un impact assez significatif sur Bitcoin, mais moi j'ai une analyse qui est bien plus pertinente que Bernstein, je veux pas vous mentir. À mon avis, je vous le prédis, Bitcoin va soit monter, soit descendre, soit stagner. Je peux vous le garantir que ça va se passer comme ça. Après, les rageux diront « Ouais, non, mais c'est impossible, Bitcoin, il va faire autre chose. » Mais ça, on en reparlera en 2025. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!